Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans cette séance, on va attaquer un exercice sur la variation de vitesse de la machine asynchrone. On va attaquer une partie où on va alimenter la machine par le réseau. Et dans la deuxième partie, on va alimenter la machine à partir d'un convertisseur statique selon la loi V sur F constant. Donc pour cela, l'exercice suivant comporte une machine asynchrone et triphasée à cage. C'est une machine à cage. La machine peut fonctionner au réseau 230-400. Elle comporte 4 pôles. Voilà. Dans cet exercice, on néglige les résistances statoriques et les pertes fer dans la machine, telles que les pertes fer au stator et au rotor. Le schéma équivalent d'une phase de la machine est donné par la figure 1, où l'inductance magnétisante est de 200 millihenry. L'inductance magnétisante est de 200 millihenry. La résistance rotorique, c'est 1,7 ohm. Et l'inductance de fluide totalisé au rotor, L2', est égale à 15 millihenry. Pour la première partie, la machine est alimentée avec le réseau de fréquence fixe de 50 Hz. Pour le régime de fonctionnement nominal, il a demandé de calculer la vitesse nominale de la machine. Donc, pour la première question, on a, selon la loi de variation de vitesse de la machine asynchrone, que la vitesse du rotor est égale à m-g, la vitesse du synchronisme, telle que la vitesse du synchronisme est égale à 60 fois la fréquence divisé par P. Donc on a 60, la fréquence c'est 50 divisé par P, P est égal à 2. Donc on trouve une vitesse de 1500 tours par minute. Donc on remplace ici la vitesse du synchronisme 1500. On trouve que la vitesse de la machine, la vitesse rotorique, est égale à 1 moins G. Le glissement est de 10%, c'est-à-dire que G est égal à 0,1. Donc on le remplace ici, fois la vitesse de synchronisme, ns, c'est 1500. On trouve une vitesse de 1350 tours par minute. Donc pour la deuxième question, il demande la vitesse du glissement. La vitesse du glissement, c'est Ng, tel que Ng est égal à G fois Ns. Le glissement est de 10%, donc 0,1, fois la vitesse de synchronisme, c'est 1500. Donc on trouve une vitesse de 150 tours par minute. Voilà, c'est la deuxième question. La vitesse de synchronisme du glissement est 150. La vitesse du rotor est 1500. Dans la deuxième question, déterminer la valeur du courant magnétisant ému. Donc selon le schéma équivalent, d'après cette figure, on peut dire que la tension d'alimentation du réseau est égale à x mu, gx mu, fois u mu. Si on passe au module, le courant u mu est égal directement à V sur x mu. Donc le courant est égal à V sur L mu fois oméga.
c'est 230 divisé par L mu, c'est 200 millihenry, donc 0,2 fois la vitesse fois oméga. La pulsation oméga est égale à 2 pi f, c'est-à-dire 100 pi. 100 pi, c'est 314. Donc ici, fois 314, et on trouve un courant de 3,6 ampères. Voilà, c'est le courant magnétisant. Déterminer le courant magnétisant ému et celle du courant I2', c'est-à-dire le courant rotorique. Le courant rotorique I2', selon le schéma équivalent, on peut utiliser la loi des mailles, ici. Donc, c'est la première question, c'est de 1. Celle-ci, c'est de 2. Donc, I2', on peut utiliser la loi des mailles. V est égal à R sur G, R2' sur G, plus J, L2' oméga, fois I2'. Donc, on passe au module. I2' est égal à V sur la racine de R2' sur G au carré plus L2' oméga, le tout au carré. Application numérique, donc on a la tension, c'est 230, pardon, divisé par la racine de R2', c'est 1,7, divisé par le glissement, c'est 0,1, le tout au carré, plus L2', c'est 0,015, c'est 15 millihenry, donc 0,015 fois 314, c'est oméga. Le tout au carré. Donc est égal, le courant I2' est égal à 13 ampères. 13 ampères. Dans la question 3, il demande de calculer la puissance transmise. La puissance transmise au rotor. Donc la puissance transmise au rotor, selon la loi PTR, est égale à PGR divisé par le glissement. Et PGR, donc les perdus au rotor, est égal à 3 R2' et 2' au carré, divisé par le glissement G. Donc, on essaye de faire l'application numérique. 3 fois la résistance, c'est 1,7, fois le courant, c'est 13 au carré, divisé par le glissement, c'est 0,1. On trouve une puissance transmise de 8,6 kW. L'hyperjoule au rotor, PGR est égal, donc ici il demande l'hyperjoule au rotor, est égal à le glissement fois PTR est égal à 0,1 fois la puissance transmise, c'est 8,6 kW. Donc on a ici 0,86 kW, c'est-à-dire on a 860 watts. Donc ici c'est la puissance transmise, les perdus au rotor, c'est le courant
rotorique. Ça, c'est le courant magnétisant. Dans la question 4, il demande calculer la puissance réactive consommée par la branche magnétisante. Donc la puissance réactive Q est égale à 3 fois X mu I mu au carré. On peut remplacer le courant I mu, par exemple, on peut utiliser directement I mu, ou on peut, dans certains cas, si on n'a pas le courant I mu, on peut utiliser que I mu est égal à V sur X mu, c'est-à-dire on remplace sa valeur ici. Donc on trouve 3 V au carré sur X mu, si on remplace cette valeur du courant ici. Voilà. Donc, application numérique, la puissance réactive consommée par la branche magnétisante est égale à 230 au carré divisé par X mu est égal à 0,2 fois 314. Donc on trouve une puissance réactive de 2,5 kW. Par la suite, calculer la valeur 1,5 dans la question 1,5, calculer la valeur de la puissance active et réactive consommée par le moteur. Donc la puissance active consommée par le moteur est égale à la puissance transmise plus les pertes fer statoriques plus les pertes joule statoriques. Selon le bilan de puissance, on a ici la puissance absorbée, la soustraction des pertes joule statoriques et des pertes fer statoriques va nous donner la puissance transmise ici. Donc par la suite, si on fait la soustraction des pertes joule au rotor, on trouve la puissance électromagnétique. Et ensuite, si on fait ou on enlève les pertes mécaniques, on trouve la puissance utile. Voilà. Donc la puissance transmise ici, les pertes fer ici sont négligées, les pertes joule aussi, donc les pertes joule statoriques est nulle. La même chose, les pertes fer statoriques, on trouve que la puissance absorbée par le moteur est égale à la puissance transmise qui est 8,6 kW. Pour la question, pour la puissance réactive, la même chose. La puissance réactive, on a ici deux branches magnétisantes, on a X mu et L2'. Donc la puissance absorbée par le moteur, elle se divise entre la puissance réactive absorbée par la branche magnétisante et la puissance au niveau du rotor, c'est Q2. Donc, Q mu a été calculé ici, est égal à 2,5. Il nous reste de calculer seulement Q2, qui est 3 fois L2' oméga I2' au carré. Donc on remplace ici la valeur de Q2. On trouve QA est égal à Q mu qui est 2,5 kW, 10 puissance 3, plus 3 fois L2', c'est 0,015 fois 314, le tout au carré, fois I2', c'est 13 au carré, on trouve une puissance réactive de 4,9 kW. C'est la puissance réactive absorbée par le moteur.
Et celle-ci, c'est la puissance active absorbée par le moteur. Dans la question 6, il demande de déduire le facteur de puissance. Donc, on a ici la puissance active et réactive va nous permettre de calculer le facteur de puissance. On a le triangle des puissances. On a ici la puissance absorbée active. Et ici, c'est la puissance réactive. Et ici, c'est la puissance apparente. Donc, le cosinus phi, il est ici. Donc, si on utilise la tangente phi est égale à la puissance réactive divisée par la puissance active. Donc, on a 4,9 divisé par 8,6. On trouve un tangente qui nous donne un cosinus phi qui est de 0,87. Ça, c'est le cosinus phi, le facteur de puissance. Voilà. Dans la deuxième partie, il demande le facteur de puissance et le courant I1, le courant au primaire ou le courant statorique. Donc, selon la relation de la puissance active absorbée, qui est la même chose, c'est la puissance transmise, donc est égale à racine de 3 la tension composée fois le courant fois le cosinus phi. Donc on a ici que I1 est égal à la puissance absorbée divisée par racine de 3 U cosinus phi. Donc la puissance active c'est 8,6 10 puissance 3 divisé par racine de 3 fois 400 fois 0,87. Voilà. On va essayer de régler ici. Racine de 3 fois 400 fois 0,87. Donc on trouve un courant I1 de 14,3 ampères. C'est le courant statorique. Dans la deuxième partie, il demande, donc on passe maintenant à la deuxième section. La deuxième section, dans la deuxième question, on passe maintenant au plan couple vitesse. À partir du schéma équivalent monophasé, déterminer l'expression du couple électromagnétique. Donc le schéma équivalent, on peut le reporter ici. Il comporte une inductance au rotor du fluide totalisé au rotor, une résistance R2' sur G. La branche magnétisante, elle comporte une inductance magnétisante L mu. Donc, et celui-ci est le courant primaire. On a ici le courant I1, la tension V, le courant I mu, et celui-ci c'est le courant I2'. Selon la loi d'Emaille, on a trouvé précédemment que le courant I2' est égal à V divisé par la racine de R2' sur G plus L2' oméga au carré. Ça, c'est le courant. Et en même temps, on a dit que la puissance transmise est égale au per joule rotorique divisé par le glissement.
Et on a remplacé l'hyperjoule par 3 R2' I2' au carré divisé par le glissement G. Donc en se basant sur ces deux équations pour déterminer l'expression du couple électromagnétique. Et en même temps, le couple électromagnétique est défini par la puissance transmise divisée par oméga S ou la puissance électromagnétique divisée par oméga R. Donc le couple électromagnétique, l'expression elle se simplifie comme suit, donc est égal à PTR, tel que PTR, si on remplace ici la puissance transmise, on remplace la puissance transmise ici, donc on trouve un couple électromagnétique qui est devenu 3 R2' I2' au carré divisé par le glissement G fois oméga S. Et en même temps, on a le courant I2' donné par l'expression étoile. Si on remplace ici le courant I2', ça c'est le courant I2', on a ici I2' au carré, donc on trouve l'expression finale du couple électromagnétique qui est donnée par 3V au carré divisé par oméga S fois R2' sur G divisé par R2' R2' sur G, le tout au carré, plus L2', le tout au carré. C'est l'expression finale du couple électromagnétique. On peut la noter par 2 étoiles. Donc, dans la question 2, pour quelle valeur du Gmax le couple est-il max? Donc, revenons ici. Selon la caractéristique présentée dans le cours, donc on a montré que l'expression que la caractéristique couple vitesse est donnée par cette courbe. On a ici le couple électromagnétique. Et ici, c'est la vitesse. Voilà. La caractéristique couple vitesse présente deux zones. La zone non linéaire, puis on atteint le couple max, et la zone linéaire. C'est une zone instable, celle-ci. Et ici, c'est la zone stable. Ça, c'est le régime de fonctionnement nominal, la zone linéaire. Donc, dans cette partie, c'est la zone de fonctionnement linéaire. C'est la zone stable. Voilà. Pour la valeur de Gmax, quelle est la valeur de Gmax? Dans cette partie, voilà ici, voilà. Le couple ici est max. Ce point, c'est le point qui correspond à Gmax. Donc, on a démontré dans le cours des machines électriques approfondies que le glissement max ne dépend que des paramètres de la machine. C'est-à-dire, si on prend l'expression du couple électromagnétique, et on la dérive par rapport à G et on fait annuler cette équation, on trouve que la valeur de J qui annule la dérivée du couple électromagnétique, c'est la valeur qui donne Gmax. Donc c'est L2' oméga divisé par R2'. Donc ici c'est la valeur du glissement max
qui est égal à L2' oméga divisé par J. Donc on peut la calculer cette valeur. C'est L2', c'est 15 10 puissance moins 2 fois 314 divisé par 1,7. On trouve un Gmax de 0,36, c'est-à-dire 36%. Voilà. Pour la valeur du couple max, donc on remplace dans l'expression du couple électromagnétique trouvée précédemment, c'est-à-dire celle du couple électromagnétique. Si on remplace dans l'expression du couple électromagnétique G par G max, on trouve le couple max qui est donné par l'expression 3V au carré divisé par oméga S fois R2' sur G max R2' divisé par G max, le tout est divisé par R2' divisé par G max, le tout au carré, plus la valeur de L2' oméga, le tout au carré. Donc, si on remplace ici, donc on a 3 fois 230 au carré, divisé par oméga S. Oméga S est égal à 2pi Fs sur P. Donc, en tours par seconde, en radian par minute, mais si on fait la transformation vers les radians par seconde, donc oméga S est égal à 2pi fois 1500 divisé par 60. Donc on trouve 157 radians par seconde. Voilà. Donc on a ici oméga S, c'est 157 fois R2', c'est 1,7 divisé par 0,36, c'est la valeur du Gmax. Et en même temps, on divise une autre fois par 1,7 divisé par 0,36. Il y a une expression dite expression de Clauss, un peu simplifiée que celle-ci. Donc, on peut la discuter ou voir dans des autres exercices. Donc, L2', c'est 15 10 puissance moins 3 fois 314, le tout au carré. Donc on trouve un couple max de 107 Newton-mètres. Dans la question qui suit, donc on a trouvé ces max 607. Dans la question, celle-ci, c'est la question 2. C'est la question 2. Pour la question 3, ou 2-3, il va demander de tracer la caractéristique couple en fonction de la vitesse. En fonction de la vitesse oméga ou CE en M en fonction de N. Donc on va essayer de travailler avec le couple en fonction de la vitesse en tours par minute. Il a demandé de tracer la caractéristique du couple vitesse pour la valeur de vitesse de 0 jusqu'à 2000.
Donc on a ici le couple électromagnétique, et ici c'est la vitesse de rotation, n. La caractéristique couple-vitesse présente pour le fonctionnement moteur un régime instable, puis le régime stable. Ça c'est pour 0 jusqu'à 1500. Après, pour 1500 jusqu'à 2000, on a le fonctionnement génératrice. Donc ici c'est fonctionnement moteur, ici c'est fonctionnement génératrice. Celle-ci c'est la vitesse, par exemple 2000 tours par minute. Donc et préciser le fonctionnement. Donc pour 0 jusqu'à 1500 c'est fonctionnement moteur, et pour 1500 jusqu'à 2000 c'est fonctionnement génératrice. Par la suite, il demande de calculer le couple de démarrage. Donc le couple de démarrage, c'est la valeur du couple électromagnétique. On remplace le glissement par G égale à 1. Donc le couple démarrage est égal au couple électromagnétique avec un G égal à 1. Donc on remplace 3 V au carré divisé par oméga S, l'expression trouvée précédemment, R2' divisé par 1, le glissement Gmax, G est égal à 1 à l'instant de démarrage. Ici, si R2' divisé par 1, il reste R2' au carré plus L2' au carré. Et on trouve 3 fois 230 au carré divisé par 157 fois R2' c'est 1,7 divisé par 1,7 au carré plus L2' c'est 0,015 fois 314 le tout au carré. On reprend ici. C démarrage est égal à 3 230 au carré divisé par 157 fois 1,7 divisé par 1,7 au carré plus 0,015 fois 314 de tout au carré. Normalement, on trouve un couple démarrage inférieur à Cmax, tel que le Cmax a été trouvé précédemment, c'est 107 Nm. Donc on trouve 68 Nm. Voilà. Pour la question, celle-ci, c'est la question 4, c'est 2,4. C'est la question de 4. Pour la question de 5, pour les faibles glissements, simplifie l'expression du couple électromagnétique. Pour les faibles glissements, on a le terme R2' sur G. G est très faible, donc R sur G, le tout au carré, est fortement supérieur à L2' au carré. Donc, pour la question de 5, selon les valeurs de G qui est faible, R2' sur G, le tout au carré, plus L2'
au carré est égal à R2' sur G, le tout au carré. On remplace cette valeur dans l'expression du couple électromagnétique trouvé dans ou noté 2 étoiles. Donc le couple électromagnétique est devenu 3 V au carré sur oméga S fois R2' sur G. Normalement ici, dans le dénominateur, on a R2' sur G plus R2' au carré. Après la simplification, selon le critère du glissement est faible, donc la valeur de R2' sur G est supérieure à R2' oméga, donc elle se simplifie par R2' sur G, le tout au carré est égal, on simplifie ici R sur G avec R sur G, ici, donc on trouve 3 V au carré divisé par oméga S fois R2' fois un glissement G. Donc l'expression est une formule rapprochée. Donc on peut la rapprocher vers l'expression A fois G, telle que A est égal à 3 V au carré divisé par oméga S fois R2'. Donc c'est l'expression rapprochée au régime des faibles vitesses. La question de 6 est déduire la valeur approchée du couple électromagnétique. On déduit la valeur approchée du couple électromagnétique. Donc le couple électromagnétique, on peut la calculer dans 2,6 est égal à 3 fois 230 au carré divisé par oméga S c'est 157 fois la résistance c'est 1,7 fois le glissement qui est 0,1. Donc on trouve un couple électromagnétique de on va calculer ici, c'est 59,4 newton fois mètre. Par la suite, il a demandé de calculer le couple électromagnétique et le couple utile. Selon le schéma ou le bilan de puissance, on a la puissance absorbée qui est égale à la puissance transmise, puis on a enlevé les pertes joules au rotor, donc ici c'est la puissance électromagnétique. Si on fait la soustraction des pertes mécaniques, on trouve la puissance utile. Ici, c'est la puissance utile. À chaque puissance, on associe un couple. Ici, la puissance électromagnétique, c'est le couple électromagnétique. Pour les pertes mécaniques, on a un couple des pertes constant qui a été donné dans l'exercice et est égal à 1,3 Nm. Et pour la puissance utile, on peut associer un couple utile. Donc, selon ce bilan, on peut observer bien que le couple électromagnétique est égal au couple des pertes plus le couple utile. C'est-à-dire que le couple utile est égal au couple électromagnétique moins le couple des pertes. Voilà, donc on trouve un couple utile de 59,4 moins 1,3 est égal à 58,1. Donc, on le rapporte ici. On a trouvé que le couple démarrage, c'est 68. Voilà. Le couple utile est selon la charge. Par exemple, si la charge est une droite, en fonction de la vitesse, K fois. Donc, ici, le couple électromagnétique, le couple utile est égal à 58,1.
A évolue, c'est-à-dire il y a une variation de la charge, du couple de charge, donc une variation du couple électromagnétique. Donc le couple de charge est divisé par 2, automatiquement le couple électromagnétique il sera divisé par 2, puisqu'au régime permanent, l'équation mécanique est vérifiée, c'est-à-dire qu'on a une égalité entre l'accélération fois le moment d'inertie avec la somme du moment du couple électromagnétique moins le couple résistant. Donc, au régime permanent, la vitesse est constante, donc sa dérivée est tend vers 0, est égale à 0. On trouve que le couple électromagnétique est égal au couple de charge. C'est pour cela la variation de la charge du couple de charge va entraîner la variation du couple électromagnétique, puisque au régime permanent, le couple électromagnétique il rattrape toujours le couple de charge afin de satisfaire l'équation mécanique. Donc on a ici, il a demandé, suite à cette variation de la charge, il a demandé le nouveau glissement. Donc on peut écrire que le couple électromagnétique ici est devenu CEM', est égal, on peut utiliser l'expression trouvée précédemment, c'est l'expression rapprochée, 3V au carré oméga S. La tension n'est pas variée, la vitesse aussi du champ, donc c'est des constants, fois un glissement G'. Mais CEM', c'est le nouveau couple qui est la moitié de l'ancien couple, puisque le couple électromagnétique précédent est divisé par 2. Donc si on remplace ici, donc on remplace CEM ici, on trouve CEM divisé par 2 est égal à 3V au carré divisé par oméga S fois le glissement G'. Donc G' est égal à CEM fois oméga S divisé par 2 fois 3, c'est 6. On le laisse comme ça. 3 fois V au carré. Si on voit bien que cette quantité est égale à G. Donc, si le couple est divisé par 2, automatiquement, le glissement sera divisé par 2. Donc, le nouveau glissement est égal à l'ancien glissement divisé par 2, donc c'est 0,05. Donc, c'est 5%. Voilà. Pour la deuxième question, 3.2, quelle est la valeur de la puissance active consommée par l'ensemble du moteur? C'est 3.2. Il a demandé de calculer la puissance active consommée par l'ensemble du moteur. Donc, si on reprend que la puissance absorbée prime pour ce nouveau régime, c'est-à-dire pour une charge qui a été évoluée et divisée par 2, donc on a ici une nouvelle puissance absorbée par le moteur et qui reste toujours égale à la puissance transmise, donc mes PTR aussi, on la note PTR'. La puissance PTR' est égale au couple électromagnétique prime fois oméga S. Ce couple électromagnétique prime
c'est l'ancien couple électromagnétique divisé par 2 fois la vitesse oméga s. Donc si on voit ici que ce produit, c'est la puissance électromagnétique, c'est l'ancienne puissance électromagnétique. Donc la nouvelle valeur de la puissance transmise est égale à A' est égal à la puissance, à l'ancienne puissance transmise divisée par 2. Donc on a trouvé précédemment 8,6 kW divisé par 2, c'est 4,3 kW. Puis dans 3, il demande de déduire la nouvelle valeur de I2'. Donc on va ici de trouver I2'. On sait que la puissance transmise prime est égale au pertes joule divisé par le glissement, c'est-à-dire 3 R2', I2' au carré, divisé par le glissement, mais le nouveau glissement, G'. Donc, on va ici de déduire le courant I2', ici. Donc, à partir de cette expression, I2' est égal à la racine de G' fois PTR, PTR' fois G' divisé par 3 R2'. Donc, I2' est égal PTR', c'est 4,3 10 puissance 3 fois le glissement, c'est 0,05 divisé par 3 fois 1,7. Donc on trouve un courant de 6,5 ampères. Ici vérifie. Pourquoi? On a dit que le couple électromagnétique, c'est l'image du courant. Le couple électromagnétique a été divisé par 2, automatiquement, le courant dans le rotor, il sera divisé par 2. L'ancien courant I2', c'est 13 ampères divisé par 2, on trouve 6,5 ampères. Ainsi que le courant I1, ainsi que le courant, calculer la nouvelle valeur de I2', ainsi que la nouvelle valeur de I1. Donc le courant I1, on peut le démontrer à partir de la puissance absorbée, PA', qui a été trouvée par la puissance transmise prime, est égale à la racine de 3 fois U1' cos phi. Voilà. Donc, le courant est inconnu. Le courant est inconnu. Et la même chose, le cosinus phi. Donc, on va essayer de trouver le cosinus phi. On essaye de trouver la tangente phi. On peut le dire que c'est tangente phi prime dans ce régime. Donc, tangente phi prime est égale à QA prime divisé par PA prime. Mais QA prime est inconnu. Donc, on va essayer de trouver la nouvelle puissance réactive QA prime, qui est égale à Q mu plus Q2'. Q mu, c'est la puissance réactive absorbée par la branche magnétisante et qui reste constante. Q mu
reste constante, puisque la machine, le courant magnétisant ne dépend pas de la charge. Pour toutes les machines, le courant magnétisant dans la branche magnétisante est indépendant de la charge. Donc si la charge varie, le courant magnétisant reste constant. Il nous reste à déterminer Q de prime. On peut la calculer directement. La puissance Q de prime est égale à, ou en revenant un peu en arrière, la puissance Q2, ou généralement la puissance réactive, est donnée par l'expression 3x fois I au carré. On a trouvé que le courant a été divisé par 2. Il est ici au carré, donc la puissance réactive, elle se divise par 4. Donc, si on veut l'appliquer à Q de prime, on trouve que Q de prime est égal à 3 L de prime oméga fois I de prime au carré. I de prime a été démontré précédemment qu'il a été divisé par 2, puisque la charge est divisée par 2. Donc, avec le carré de la loi, donc, il sera ici divisé par 4. Donc, la puissance réactive Q de prime, et vous pouvez vérifier avec le calcul, vous trouvez la même valeur. Donc, Q2 prime est égal à Q2, l'ancienne valeur de Q2, divisé par 4. Donc, Q absorbé est égal à Q mu plus Q2 prime est égal à Q mu plus Q2 divisé par 4. Donc, on a Q mu démontré précédemment que Q mu, on a trouvé 2,5 kW. Et celle-ci, Q2, ici. Q2, c'est 2,3 kW. Donc, on remplace ici, c'est 2,5 plus 2,3 divisé par 4. On trouve 3,1 kW. C'est la nouvelle valeur de la puissance réactive absorbée. C'est 3,1 kW. Donc, on peut calculer le courant I1. Voilà. À partir de l'expression ici. Donc, on calcule le tangente phi prime qui est égal à QA prime, c'est QA prime ici, pardon, QA prime divisé par PA prime. QA prime, c'est 3,1 divisé par 4,3. On trouve un cosinus phi de 0,81, cos phi prime. Donc, selon la relation du courant, voilà, on peut trouver le courant I1 prime, qui est égal à PA prime divisé par la racine de 3 fois 400 fois U fois cos phi prime est égal à 4,3 10 puissance 3 divisé par racine de 3 fois 400 fois le cosinus phi prime, c'est 0,81 et on trouve un courant de 7,7 ampères.
Ça, c'est le nouveau courant absorbé par le stator qui est de 7,7 ampères. Par la suite, en 3-4, il a demandé de calculer le facteur de puissance. Cette question a été déduite ici. Donc, pour la partie 3-4, donc 3-4, on déduit directement. Justement, il a été calculé précédemment. Cosinus phi est égal à 0,81. Pour la troisième partie, voilà. Utile. Dans la deuxième partie, étude du fonctionnement de la machine alimentée par le convertisseur statique, c'est-à-dire par une fréquence variable. Donc, on va essayer d'alimenter la machine par un convertisseur statique, où il a dit que la tension simple V1 et sa fréquence F restent dans un rapport V sur F constant. Donc, on va essayer d'appliquer la loi V sur F constant ici, 4,6 volts sur Hertz. Ce rapport est garanti par le convertisseur statique. Il est valable jusqu'à l'alimentation nominale, c'est-à-dire on alimente la machine jusqu'à... Voilà. Donc, ce rapport est valable jusqu'à la tension nominale. On alimente la machine par une tension V sur F constant jusqu'à la tension nominale, c'est-à-dire jusqu'à la tension. Ici, c'est l'axe des tensions et ici, c'est la fréquence. Donc, on travaille dans ce régime. Par la suite, si la fréquence augmente au-delà de la fréquence nominale, on doit garder la tension est égale à la tension nominale. Ça, c'est le régime V sur F constant. Voilà. Au-delà de la fréquence nominale, on doit faire la diminution du couple de charge, sinon on va bousiller la machine, ou on va saturer premièrement la machine et avec le temps on va détériorer le bobinage. Donc la loi V sur F constant, elle a 6 limites. La limite max des fréquences, c'est 50 Hz. Au-delà de 50 Hz, on doit diminuer le couple de charge ou diminuer les flux statoriques pour protéger la machine. Donc, pour ce régime, il nous a dit que la loi V sur F est utilisée pour alimenter la machine. La fréquence a été variée ou modifiée vers 25 Hz. Donc, pour ce régime, la fréquence est de 25 Hz au lieu de 50. La machine toujours fournit son couple nominal. Il faut faire attention ici que la machine donne toujours le couple nominal, c'est-à-dire le couple nominal est constant, et celui-ci de la première partie. Donc, il a demandé de tracer sur un même graphique pour les fréquences de 25 et 50 Hz la caractéristique couple vitesse. Donc, pour ce régime de fonctionnement
pour ce régime de fonctionnement où la machine est alimentée par un onduleur de tension, la loi vide sur F, la loi vérifiée F, va nous donner une famille de courbes selon la valeur de F. La caractéristique principale de ces familles de courbes, c'est que à chaque variation de la fréquence, on trouve une famille de courbes. Ces familles de courbes ont la même tangente, ou la même pente. C'est-à-dire, c'est des familles de courbes qui présentent la même pente. C'est la caractéristique obtenue par la loi V sur F constant. C'est-à-dire, ici, on a 50 Hz. Ici, par exemple, 25 Hz, c'est la fréquence F'. La première F, c'est 50 Hz. Ici, par exemple, 40 Hz. À chaque variation de la fréquence, la caractéristique couple-vitesse, elle se modifie par une autre caractéristique, mais la caractéristique principale, que ces familles de courbes ont la même pente. Il nous a dit que la machine, elle est toujours, ou elle fournit toujours son couple nominal. C'est-à-dire, si on prend par exemple ici le couple nominal, donc on a les points d'intersection de la caractéristique couple-vitesse. On peut déduire les points de fonctionnement nominal. Pour notre régime, on a deux points. On a ici le point de fonctionnement 1 pour une fréquence de 50 Hz. Et pour la fréquence de 25 Hz, on a le deuxième point, P2. Par exemple, celui-ci, c'est pour 40 Hz. On a un troisième point, P3, etc. Donc, pour notre exercice, on a seulement mentionné deux points, fréquence de 50 Hz et 25 Hz. Tracer la caractéristique, voilà, c'est la caractéristique, en précisant les amplitudes max et les vitesses de synchronisme. Donc, pour la première fréquence de 50 Hz, on a trouvé NS est égal à 1500. Celle-ci, c'est NS. Pour le deuxième régime de fonctionnement, pour F est égal à 25 Hz, on peut calculer la vitesse de synchronisme. C'est F fois 60, fois 60, c'est la conversion vers le seconde. Donc, divisé par P. NS est égal à 25 divisé par, multiplié par 60 divisé par 25, on trouve 750 tours par minute. C'est-à-dire pour la deuxième valeur de F qui est 25 Hz, on trouve une fréquence ou une vitesse de synchronisme de 750 tours par minute. Pour le couple nominal, déterminer la vitesse de rotation du rotor pour la fréquence 25 Hz. Donc, selon la caractéristique couple-vitesse, donc la première vitesse a été déduite dans la première question. On a trouvé ici la vitesse de rotation du rotor. On a trouvé 1350 dans la première question. Mais ici, la vitesse de rotation du rotor est inconnue. C'est N'. Comment on peut calculer N'? Selon la courbe, on voit bien que les deux triangles
les deux triangles, par exemple A, B et C, et deuxième triangle A', B' et C' sont identiques. Donc, le triangle ABC est identique au triangle ABC. Pourquoi? La première des choses, c'est que ces deux caractéristiques, selon le cours, ont la même pente. La deuxième des choses, le couple nominal est le même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une variation du couple nominal. On voit bien que le triangle ABC est identique à celui de ABC, A', B', C'. Donc, tant que les deux triangles sont identiques, donc la partie B', C' est égale à la partie BC. C'est quoi la partie BC? La partie BC, si on voit bien ici, est égale à 1500 moins 1350. Et c'est la vitesse du glissement déduite précédemment. C'est 150 tours par minute. Donc, par identification, on peut par identification, on trouve que B', C' est égal à NG est égal à 150. Cette distance B', C' est égale en même temps NS', ici, pour la fréquence de 25 Hz, moins N'. Donc, la valeur de vitesse pour 25 Hz est égale à NS' moins NG' qui est égal à NG. Donc, 750 moins 150 et on trouve une vitesse de rotation du rotor pour la nouvelle fréquence, c'est de 600 tours par minute. Pour la troisième question, 3, il demande de calculer le courant ému. On sait bien que le courant ému a été présenté précédemment. Ému est égal à V sur X mu et V est égal, X mu est égal à L mu fois oméga. Selon la loi V sur F qui est constant, et on a oméga est égal à 2πf, donc I mu est égal à V divisé par 2πL fois F. Et ce rapport est constant. Ce rapport est constant. Donc, I mu, il reste constant. Il ne dépend pas de la fréquence. Donc, il est constant. Il est égal à 3,6 ampères. Pour la question 4, que vaut le terme J oméga S? Il a demandé de calculer le terme J oméga S pour les deux valeurs des deux fréquences F1 et F2. Donc 4,
il demande de calculer le G oméga S pour la fréquence 50 Hz. Et il a demandé de calculer la même chose, G oméga S, pour une fréquence de 25 Hz. Le glissement ici pour la fréquence 50 Hz est égal à 0,1. Oméga S, on a dit que oméga S c'est 2pi fois 1500 divisé par 60. On a trouvé 157 rad par seconde. Donc le terme G oméga S est égal à 0,1 fois 157. Donc on trouve 15,7 rad par seconde. Radians par seconde. Dans la deuxième fréquence, G est égal à ns' moins n' divisé par ns'. Donc 750 moins 600 divisé par 750. On trouve une valeur de 0,2. G est égal à 0,2. On peut le noter ici, G', 0,2. Donc, pour oméga S', pour la fréquence 25, donc c'est 157 divisé par 2, puisque la fréquence a été divisée par 2, donc oméga S se divise par 2. Donc, le terme G' oméga S' est égal à, le glissement c'est 0,2 fois 157 divisé par 2. Donc, on trouve 15,7 radians par seconde. Donc, et c'est la condition vérifiée. On a dit que le terme G oméga S, si le couple, pour les deux cas, on peut conclure que si le couple de la machine est le même, c'est-à-dire la machine, elle fournit toujours son couple nominal, on change. D'après la question 5, il demande pour la fréquence de 25 Hz de calculer et de prime. Dans notre cas, il a mentionné que le couple de charge, le couple de la machine, est toujours le couple nominal. C'est-à-dire que le couple ne change pas. Si le couple ne change pas, et on a vérifié précédemment que si le couple varie, le courant il varie. Si le couple de charge ne varie pas, c'est-à-dire la charge ne varie pas, le courant il reste le même. Puisque le courant c'est l'image du couple. Donc le courant, ici, tant que la machine toujours fournit son couple nominal, donc le courant reste le courant nominal trouvé précédemment, et on a trouvé 13 ampères. Par la suite, il demande de calculer le courant I1. On sait que le courant I1, selon la branche magnétisante, est égal à I mu plus I2'. Le courant magnétisant, on a dit qu'il est constant, il ne dépend pas de la fréquence. La même chose, le courant I2', il ne change pas puisque le couple de charge ou la charge reste constante, ou la machine développe toujours son couple nominal. Donc le courant aussi I1 au niveau du stator ne change pas et reste le même qui démontré ou trouvé précédemment dans la question, je pense, voilà, dans la question 1,6, on a trouvé 14,3 ampères. Donc le courant ne change pas. Dans la dernière question, il a demandé de déterminer la fréquence minimale pour que la machine
capable de fournir son couple nominal. Donc, on a dit que la diminution de la fréquence, à chaque diminution de la fréquence, il y a une translation de la caractéristique couple-vitesse dans ce sens. C'est-à-dire, le point de fonctionnement, il se déplace jusqu'à ce point. Il se déplace jusqu'à ce point, ici. Donc, la caractéristique couple-vitesse, elle se déplace avec une même pente identique à la courbe précédente. Donc, le point de fonctionnement ici, le point de fonctionnement, il correspond à une vitesse nulle. On voit bien ici que le point de fonctionnement, il correspond à une vitesse du rotor nulle. C'est-à-dire, la dernière fréquence qu'on peut se limite afin d'avoir un couple nominal développé par la machine, c'est la fréquence correspondante à la fréquence de synchronisme ici. Donc, et on a dit que les triangles, ils sont identiques. Donc, ce triangle aussi sera identique au triangle précédent. Donc, cette distance est égale, par exemple, si on note par B2', C2', donc la distance B', C2' est égale à aussi 150. C'est-à-dire que à partir de cette courbe, on peut développer ou déterminer que la fréquence minimale, elle nous a donné une fréquence de rotation de synchronisme de 150 et une fréquence de rotation ou vitesse de rotation du rotor est égale à 0. Donc, si la fréquence de rotation, la vitesse de rotation du synchronisme est 150, donc, on peut par la règle des 3 déterminer la fréquence F2'. Cette fréquence F2' nous a donné une vitesse de rotation du synchronisme 150 tours par minute et la fréquence nominale 50 Hz, elle nous a donné 1500 tours par minute. Donc à partir de cette expression, on peut déterminer la fréquence minimale qui est donnée par 150 fois 50 divisé par 1500. Et on trouve une fréquence minimale F2', c'est 5 Hz. C'est la fréquence minimale qui permet à la machine ou permet au convertisseur statique de générer une tension qui alimente la machine afin d'avoir ou de générer un couple électromagnétique identique à celui du couple nominal. Et je vous remercie.